7,4 milliards d'euros ont été investis dans le logement en 2021 par les investisseurs institutionnels contre 5,5 milliards d'euros en 2020. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. On parle de ce nouveau chiffre record aujourd'hui avec Jean-François Morinot, directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate, conseil habitation et hospitality. Catherine Bocquet l'a rencontré, Catherine qui a demandé à Jean-François Morinot de nous expliquer ces excellents chiffres communiqués par Imostat. Alors, c'est effectivement des très très bons chiffres et sur ces 7,4 milliards, en fait, il y a 6,3 milliards en résidentiel neuf et ancien. Ce qu'il faut dire, c'est quand même sur ces 6,3 milliards, il y a une très très grosse transaction qui a été faite entre INI et AXA, qui est du logement intermédiaire, qui représentait 2 milliards sur ces 6,3 milliards. Néanmoins, ça reste une année juste exceptionnelle. Et sur les 1,1 milliard restants, ce sont de la résidence-service, étudiants, médicalisés ou tourisme, qui est bien sûr co-living, qui cette année a pris complètement son essor, parce que le co-living est quand même relativement récent, et s'est développé sur des résidences neuves, sur des résidences mixtes, et ce qui fait que cette année est exceptionnelle, mais pas complètement anormale, parce que toutes ces classes d'actifs sont de plus en plus plébiscitées par les institutionnels, parce que finalement, le rendement est assez proche du bureau, est très résilient, et surtout se trouve partout en France où il n'y a aucun problème de locataire. On n'a jamais aucun problème de locataire pour trouver un locataire en habitation. Donc certains se disent, finalement, c'est bien d'investir dans le résidentiel. Le problème majeur du résidentiel, parce que ces chiffres pourraient être encore meilleurs, c'est le problème de production. L'offre. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'investissement résidentiel au niveau des institutionnels pourrait être du double si l'offre était plus importante. Parce qu'il faut savoir quand même que dans ces 6,3 milliards uniquement sur le résidentiel, 50% a été fait en neuf et 50% a été fait en ancien. Donc, comme on le sait, la production de neuf a un petit peu ralenti, dû aux élections, dû au Covid, dû aux matériaux. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que s'il y avait beaucoup plus de résidentiels construits, il y aurait encore plus d'investisseurs tout à fait, qui auraient investi dans le résidentiel. Et alors, comment s'est passé 2021 pour BNP Paribas Immobilier? Alors, nous, ça a été une année très, très bonne. On a fait plus d'une trentaine de transactions en résidentiel en bloc, aussi bien en neuf qu'en ancien. Nous avons aussi repris la vente de murs et de fonds en hôtellerie, ce qui avait été finalement complètement stoppé pendant le premier Covid. Donc, ça s'est vraiment bien redressé sur cette année. Et en volume Sur BNP, en vente résidentielle bloc, on était à peu près sur 800 millions d'euros. Donc, ce qui est si on enlève la très grosse transaction de 2 milliards, vous voyez, sur 4,3 milliards, en fait, en faire 800 millions, ça nous met dans les acteurs majeurs de ce secteur. Sur les résidences-services, c'est à peu près 250 millions sur les 1,1 milliard. Donc, vous voyez qu'on se positionne comme un des acteurs majeurs, aussi bien sur le résidentiel classique que neuf, parce que nous avons effectivement, grâce à la promotion de BNP Paribas, aussi des mandats qui nous viennent directement de la promotion, que ce soit en hôtellerie ou en résidentiel. Est-ce qu'il y a eu des transactions marquantes dont on peut parler ? Alors, on a eu, contrairement à l'année 2020, on a eu beaucoup d'immeubles de taille moyenne et finalement assez peu de portefeuilles significatifs. On a eu 2 portefeuilles qui représentaient à peu près 60 millions d'euros. Mais vous savez que la plupart des immeubles, finalement, sont des immeubles plutôt entre 15 et 20 millions qui sont quand même, qui représentent 50% du marché. Donc, en fait, on a fait pas mal de ventes unitaires. Contrairement à l'année précédente où on avait fait un très très gros portefeuille qui était le portefeuille fiducial, là on en a fait un petit peu moins, mais l'année 2022 dont on va certainement parler va être vraiment bien autre à ce niveau-là. Il y a de belles perspectives qui se dessinent, alors vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors oui, 2022 va
à mon sens, être une année exceptionnelle, en tout cas pour nous chez BNP, parce qu'on est déjà sur au minimum 3 portefeuilles à plus de 150 millions d'euros qui vont être vendus en résidentiel. Portefeuille Portefeuille de plusieurs immeubles, ça veut dire des immeubles au minimum entre 5 et 6 pour un, plus d'une dizaine pour un autre. Donc aujourd'hui, on assiste à peut-être à la vente de quelques actifs anciens pour se repositionner sur du neuf, pour avoir peut-être une meilleure labellisation. Donc c'est pour ça que le résidentiel en ce moment, d'abord est plébiscité, mais il y a aussi un mouvement de fond qui fait que il y a ce qu'il n'y avait peut-être pas dans le résidentiel, contrairement au bureau, il y a vraiment un changement de patrimoine. Aujourd'hui, les institutionnels et les grands acteurs veulent se positionner sur du neuf, d'abord pour avoir une meilleure labellisation, et sont prêts, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes, à aller dans les grandes villes régionales. Je pense à Lyon, à Marseille, à Lille, ce sont même Bordeaux, ce sont des secteurs qui sont très actifs et pas uniquement plébiscités par les institutionnels français. Les grands fonds européens, entre autres allemands, danois, hollandais, sont tout à fait prêts à investir dans ces capitales régionales, alors qu'avant, c'était uniquement Paris et sa première couronne. Donc, on pense que 2022 va être encore plus active que 2021, en tout cas sur le résidentiel. Il y a vraiment eu une accélération, je dirais, des estimations et des valorisations sur ces patrimoines. Pour vous donner une idée, sur la totalité de l'année dernière, ce qu'on a transacté, donc les 800 millions d'euros, on est à 2 mois de 2022 en estimation au double d'actifs que ce que nous avons fait sur l'année entière l'année dernière. Les 2 premiers mois 2022. Les 2 premiers mois 2022. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté d'abord de faire tourner son patrimoine, d'en acheter de nouveaux, et puis effectivement, comme la compression entre la valorisation, là je parle d'un immeuble neuf ou même ancien, entre la valorisation prix mètre carré et à l'unité et en bloc, c'est énormément compressé. Eh bien aujourd'hui, certains n'hésitent pas à passer le pas de se dire nous allons plus vendre en bloc que vendre ce qu'on appelait avant à la découpe, que ça soit du neuf ou de l'ancien. On le sait, la crise sanitaire a profondément modifié le comportement des Français. Est-ce cela qui a incité les investisseurs à se tourner de plus en plus vers les territoires, vers les régions, ou bien est-ce autre chose? C'est ce que Catherine Bocquet a demandé à Jean-François Morinot. Je pense que la modification qui est due au Covid est surtout liée aux particuliers qui, eux, souhaitent un autre environnement, plus de verdure, plus d'espace extérieur. Ce qui motive les institutionnels à aller en région, c'est qu'ils trouvent plus facilement du neuf, des immeubles neufs, avec une bonne labellisation. Je pense que les institutionnels sont beaucoup plus fixés sur la labellisation parce qu'ils sont notés là-dessus. Donc, ce que j'appelle moi le Green Label, c'est une recherche, bien évidemment. Et je pense que certains étrangers qui investissaient en France, et notamment les Hollandais, étaient déjà précurseurs et recherchaient ça. Mais maintenant, c'est un mouvement général. Donc, beaucoup veulent du neuf. Et puis, effectivement, quand on va en région, dans les grandes capitales régionales, eh bien, on a un rendement qui est un peu meilleur que celui qu'on peut avoir à Paris et en région parisienne. Donc, je dirais un équilibre entre du Paris, région parisienne, et de la région qui est un gisement de valeur peut-être un peu plus important en termes de prix mètre carré dans les années à venir, parce que ce sont souvent des fonds qui sont montés et dédiés à ce marché, avec une volonté de les garder entre 7 et 10 ans. Si vous voulez, les plus-values latentes sont certainement beaucoup plus importantes en région qu'en région parisienne, où je pense qu'on est quand même à des prix très très élevés, à part les gares du Grand Paris, dont on pourrait parler, qui, elles, explosent complètement en termes de prix. Cette explosion, elle est de quel ordre? Est-ce qu'on peut l'estimer? Je dirais qu'elle est de 7 à 9% par an depuis 3 ans, et ça ne fait que s'accentuer. On va dire que Paris, je dirais par débordement des prix parisiens qui sont quand même très chers pour une grande majorité des Français qui payent avec l'issue de leur salaire, parce qu'on sait que la plupart des gens qui achètent à Paris achètent soit par le biais de donations ou de succession, mais ceux qui achètent avec le fruit de leur salaire trouvent que les prix sont très chers. Et donc, c'est pour ça que la première et la deuxième couronne sont en pleine expansion.
et surtout là où sont placées les gares du Grand Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on travaille en télétravail, il faut souvent se rendre à son lieu d'entreprise, et donc les transports sont quand même un élément déterminant dans le choix, même si ce n'est plus aussi important qu'avant, ça reste quand même pour certains une obligation de passer au bureau au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc toutes ces gares bénéficient à plein, avec des prix mètres carrés qui étaient en moyenne il y a quelques années entre 3 500 et 4 000, et qu'aujourd'hui aussi entre 6 000 et 7 000 euros. Donc, il fallait acheter il y a 3 ans. Il fallait vraiment acheter il y a 3 ans, mais souvent un Parisien se dit, en fait, en sautant le pas du périph' et d'une des boucles de la Seine, finalement, en vendant mon appartement à Paris, je peux acheter une pièce de plus sans forcément rajouter beaucoup plus. Et cette pièce de plus, c'est souvent l'avènement d'un enfant, c'est une volonté de s'agrandir, d'être un petit peu mieux. Donc, on le retrouve vraiment d'une manière très importante. Et puis, il ne faut pas oublier que les prix locatifs sont pas très loin de Paris, parce que à Paris, il y a l'encadrement des prix, il y a certaines communes en banlieue qui l'ont également, mais pas toutes. Et donc, finalement, prix mètre carré moins cher, prix locatif quasiment en valeur métrique la même chose que ou très proche de Paris, finalement donne des rendements beaucoup plus importants. Donc si on prend le couple achat-rendement, en banlieue, on a des rendements qui sont supérieurs d'1 à 2%, ce qui est énorme, parce qu'à Paris, je dirais qu'aujourd'hui, on est quasiment tout le temps en dessous de 3% en termes de rendement. En première couronne, on est entre 2,80 et on va dire 3,50, mais dans certaines communes de Plaine Saint-Denis qui sont très plébiscitées pour des logements neufs, on est à plus de 5%. Donc ça a aussi cet effet-là, parce que ne faut jamais oublier que le sous-jacent d'un bien immobilier, c'est la valeur locative qu'on peut en tirer. Et là, on voit que c'est ce qui intéresse et les investisseurs privés et les institutionnels au premier chef, qui, eux, ont une volonté de détention long terme quand ils achètent par le biais de SCPI. Alors, la loi climat et résilience a rendu opposable le DPE. Est-ce que des immeubles classés passoires thermiques, DE, DF, DG, sont en train d'être arbitrés par certains et d'être recherchés par d'autres pour faire les travaux et faire ensuite une bascule sur... Alors, c'est une très très bonne question, parce qu'on aurait pu penser que ça allait effectivement être le cas tout de suite. C'est pas encore le cas, mais je pense que ça va le venir d'une manière très rapide. Pourquoi ? Parce que il est peut-être un peu plus difficile pour un institutionnel d'appliquer, je dirais, les normes de mise en conformité énergétique en milieu occupé. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi climat, je pense qu'elle est essentielle et elle va dans le très bon sens. Sauf que quand on parle de logement, contrairement par exemple à un immeuble de bureau, le locataire part, c'est tout l'immeuble souvent qui est vide. En logement, c'est très granulaire. C'est un nombre de locataires. Les locataires acceptent de temps en temps d'ouvrir la porte pour un diagnostic, mais ils accepteront peut-être pas de faire les travaux nécessaires qui va, je dirais, les contraindre dans leur habitation de tous les jours si des gros travaux doivent être faits. Et tous les travaux énergétiques ne peuvent pas être faits par l'extérieur. On sait que les principales sources, c'est et la toiture et le rez-de-chaussée au niveau des sous-sols et du rez-de-chaussée pour bien isoler. Mais en milieu occupé, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que certains institutionnels ne sont pas forcément équipés, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais en tout cas, très certainement, il y aura des immeubles avec des obligations de gros travaux qui ne pourraient pas être entrepris et donc qui seront vendus, qui seront certainement vendus moins cher parce qu'il y aura une obligation de ces travaux. Mais je pense qu'on est un peu dans l'entre-deux. On est un peu. Alors, on n'est pas trop tôt pour l'achat dans la vision d'acheter du neuf en remplacement. Donc ça, c'est tout à fait d'actualité. Dans la rénovation des bâtiments, beaucoup y pensent. Ils ont déjà fait au niveau des tuyauteries et autres. Mais là, je pense que sur la structure du bâtiment, on n'en est qu'au début. Mais ça le deviendra. Je pense que c'est tout à fait d'actualité pour les 2-3 ans à venir.
Au début de l'entretien, Jean-François Morino a évoqué le sujet du co-living. Catherine Bocquet a souhaité que le directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate, Conseil Habitation et Hospitality revienne sur ce thème qui a pris de l'importance auprès des investisseurs. Le co-living, c'était assez marrant parce qu'au début, tout le monde en parlait. Alors qu'il y a plusieurs co-living. C'est-à-dire que le co-living, c'est pas une classe d'actifs qui est normée, c'est une classe d'actifs qui est normée par rapport à un secteur. Alors souvent, ça a été pris par certains en se disant on ne sait pas quoi faire de cet immeuble, on va faire une mixité, co-living, habitation, autre chose. Là, c'est vraiment en train d'arriver à maturité. C'est-à-dire qu'on voit des co-livers qui, aujourd'hui, ont des vrais business plans, sont très matures, et donc, on commence, et nous, on l'a vu cette année, depuis le début de l'année, on a fait déjà 2 prises à bail de co-livers. On voit que ça commence à s'installer. On le voit dans les chiffres, ils ont doublé par rapport à l'année dernière, du moins entre 2020 et 2021. L'achat en co-living et la mise en place du co-living a été doublé. Je pense que ça va encore doubler cette année parce que c'est vraiment une classe d'actifs qui commence à trouver sa place. Au début, on était un peu dans le balbutiement, on se cherchait, on ne savait pas trop. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est installé et qui va faire partie d'une offre immobilière au même titre que les résidences de tourisme. C'est quelque chose qui est vraiment installé maintenant dans le paysage, qui ne s'appliquera pas forcément partout, comme on pouvait le penser, parce que souvent, quand il y a une nouvelle classe d'actifs, quand on ne sait pas quoi faire d'un sujet, on se dit, tiens, on va mettre cette nouvelle classe d'actifs. Là, on voit que c'est plus profond que ça. Il y a vraiment des fondamentaux qui commencent à être compris par tout le monde. Et donc, ça ne se fera pas partout, mais en tout cas, c'est en train d'évoluer très fortement. Et le co-living est classé dans Hospitality? Oui, d'accord. Tout à fait. Et le reste de l'Hospitality, comment ça se passe? Alors, les résidences étudiantes, ça passe plutôt bien. Les résidences personnes âgées, nous n'en avons pas eu beaucoup cette année. Et surtout, ce qui a repris à ma surprise, c'était l'hôtellerie. L'hôtellerie, finalement, qui avait été assez durement touchée sur le premier Covid, touchée, je dirais, parce qu'il y a eu vraiment un plan d'arrêt. Oui. Et donc, je dirais, beaucoup ont posé le stylo. Et cette année, finalement, qui vient de passer, 2021, tous les projets qui étaient en cours, beaucoup de projets de prise à bail sur des hôtels neufs et de vente de murs, se sont concrétisés. Nous avons fait plusieurs projets, un projet à Marseille, un projet à Saint-Rémy-de-Provence. On vient de finaliser un projet Village des Rosiers, du moins à Saint-Denis. À Saint-Ouen, pardon. On avait un projet à Saint-Denis qui s'est concrétisé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des projets hôteliers qui avaient été stoppés ont repris et les investisseurs reviennent de nouveau sur cette classe d'actifs. Alors, avec, je dirais, beaucoup de discernement. Et on a à l'étude actuellement quelques sujets de très grande envergure dont je pourrais vous parler. De très grande envergure par le nombre d'étoiles de... Non, par le nombre de chambres. Par le nombre de chambres. Par le nombre de chambres, voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que le Covid allait complètement... faire que cette profession serait complètement sinistrée. Finalement, avec les aides de l'État, ça n'a pas été le cas. En fait, il y a eu très peu d'hôtels qui ont fermé, ou alors qui ont eu des plans de continuité et qui ont permis à ces hôtels de rester. Il y a une clientèle française qui était beaucoup plus présente qu'elle ne l'était auparavant. Donc, je pense que ça a été peut-être un peu plus dur pour les très grands hôtels, les gros hôtels avec un grand nombre d'étoiles. Mais en fait, on aurait pu penser que c'était au début de la chaîne, les 1-2 étoiles qui auraient souffert. Alors, eux, pas du tout. Ça a été même complètement l'inverse. C'est plutôt les très grands hôtels, mais qui sont portés par des grands groupes. Donc, on n'a pas encore vu ces sujets-là arriver sur la table. Mais là, on a vraiment le sentiment que ça repart très fort et tous les nouveaux projets hôteliers, qu'ils soient parisiens ou dans les capitales régionales, sont en train de se concrétiser et d'autres projets sont lancés. Donc, moi, je suis très, très positif sur l'hôtellerie, alors qu'on aurait pu craindre le pire pour cette classe d'actifs.
Et il y a un dernier sujet, c'est celui de la transformation de bureaux en logement. Est-ce que ça, les investisseurs sont demandeurs ou pas ? Alors, les investisseurs, ceux qui sont propriétaires de bureaux sont très demandeurs et c'est vrai qu'avec les équipes bureaux de BNP Real Estate, on est très souvent sollicité pour regarder. Alors, c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser pour des raisons d'abord de trémie. On sait que les surfaces de jour de bureaux sont pas exactement les mêmes que ceux en habitation. C'est souvent des rénovations très très lourdes. Mais ce qui est clair, c'est que vraiment, on n'était jamais sollicité. Nous le sommes très souvent. Et je pense que certains projets vont voir le jour vraiment dans les semaines à venir, surtout sur des immeubles peut-être plus parisiens qui avaient été transformés peut-être un petit peu rapidement. Et quand on voit le prix de l'habitation aujourd'hui, ça concurrence de temps en temps les bureaux. Donc je pense que ça va être le cas à Paris. Et ça pourra être le cas en première couronne dans certains secteurs où finalement il y a eu beaucoup de bureaux plus récents, plus adaptés. Il y a vraiment des réflexions de fond, mais qui sont pas que sur le logement, qui sont sur vraiment toute l'hospitality. On parlait tout à l'heure du co-living, de la résidence de tourisme. C'est vraiment une réflexion sur toute la chaîne du résidentiel, de l'hospitality. À chaque fois des bureaux sont laissés, on se pose cette question. Merci à Jean-François Morino pour son expertise. Nous avons bien retenu quelques beaux portefeuilles logements et hôtellerie qui vont arriver très vite. Merci à Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.